Bonjour à tous, contente de vous retrouver pour cette conférence plénière qui sera la troisième de notre questionnement sur ces 2 jours de forum. La République des territoires innovants, depuis hier, on en parle, on essaie de la mettre en œuvre. Elle est déjà en route en réalité. On a questionné dans un premier temps les défis communs, c'était hier en fin de matinée. On a pu discuter avec le ministre Mounir Mahjoubi hier en fin de journée des enjeux de la collaboration, du passage à l'échelle et notamment dans une collaboration entre les territoires et l'État. Aujourd'hui, on vous propose de poursuivre la réflexion en s'interrogeant concrètement sur le terrain, comment on peut avancer sur ce sujet en alliance des territoires. C'est un thématique qui tient à cœur de France Urbaine et c'est donc David Constant-Martini qui va animer cette table ronde au titre de France Urbaine et je le laisse annoncer ses intervenants. Une petite précision, à l'issue de cette discussion, on a invité les partenaires du forum qui ont accepté de jouer le jeu. Donc nos grands partenaires, donc Engie, Enedis et GFI, à prendre un temps aussi pour eux aussi nous dire finalement comment ils perçoivent ces enjeux et quelles propositions ils ont à faire pour participer à cet effort collectif, puisque les grands groupes ont aussi probablement un rôle à jouer, on l'espère. Voilà David, je te laisse la main. Merci beaucoup Céline. Bonjour à tous. Eh bien, écoutez, bienvenue pour cette plénière consacrée à l'Alliance des territoires. Nous allons inviter à venir sur la scène parmi nous les représentants des associations d'élus. Madame Hélène Geoffroy pour Ville et banlieue. Bonjour Madame. Vous êtes maire de Vaux-en-Velin et ancienne secrétaire d'État à la politique de la ville. Merci beaucoup de votre présence. Nous allons inviter Monsieur Jean-Michel Morer. Vous êtes le maire de Trilleport, une commune d'Île-de-France. Vous représentez ici l'Association des petites villes de France. Madame Isabelle Kerkhoff, vous êtes vice-présidente de la communauté urbaine de Dunkerque, en charge du développement de la solidarité intercommunale, du schéma de mutualisation et du numérique, à Dunkerque. Donc, merci beaucoup de votre présence. Pour dialoguer avec nous, évidemment, mon compère Cédric Zabot pour l'Association des maires ruraux, avec lesquels nous travaillons sur ce sujet-là de l'Alliance des territoires. Et puis, Cédric Verpeau, qui est responsable du programme Smart City à la Caisse des dépôts, et pour l'État, Rémi Seillet pour le Commissariat général à l'égalité du territoire. Merci à tous de votre présence. Alors, l'Alliance des territoires, c'est un concept, c'est une idée sur laquelle nous travaillons depuis déjà quelques années, qui consiste à dire que nous voulons essayer de moderniser la gouvernance de notre pays, et notamment en nous appuyant sur une valeur fondamentale qui est celle de la responsabilité que les territoires peuvent entretenir les uns envers les autres. Il s'agit de considérer que les synergies qui pourraient exister, les coopérations interterritoriales vont nous permettre d'optimiser les coûts, de mieux gérer les territoires et par exemple d'aider des petites communes plutôt que d'aller chercher des subventions auprès du département pour payer des consultants pour venir répondre à des services qu'ils ne peuvent pas mettre en place parce qu'ils n'ont pas le personnel, pourraient le faire en s'adressant à des plus grandes collectivités qui, elles, auraient des services beaucoup plus fournis et chenus. Et donc, pour cela, nous allons donc essayer d'identifier, d'une part, ce qui nous permettrait de mettre en place une bourse des compétences entre des besoins que nous ferions émerger de la part des petits territoires et, à l'inverse, des réponses que nous pourrions apporter de la part des plus grands territoires. Alors, je voudrais commencer avec vous, Madame Geoffroy. En vous disant du côté des banlieues, est-ce que vous avez une vision de quels sont les besoins auxquels vous seriez confrontés en tant que maire de ces villes-là et auxquels vous ne parvenez pas forcément à répondre avec vos propres services? Bonjour d'abord à tous. Peut-être 2-3 préoccupations. Nous avons forcément dans ce que nous appelons des villes de banlieue qui ont donc des quartiers en politique de la ville avec forcément des personnes en plus grande difficulté sociale qui connaissent des plus grandes précarités. Peut-être le premier sujet est la façon dont nous pouvons accompagner le meilleur accès aux droits. Et de ce point de vue-là, la question du numérique peut être une facilité. Contrairement aux idées reçues,
Aujourd'hui, presque tout le monde est connecté par un smartphone, même dans les territoires les plus fragiles ou les plus en difficulté. Presque tout le monde essaie de s'initier à ces nouvelles technologies. La difficulté vient en revanche de l'accès aux services et de l'utilisation des différentes plateformes qui existent aujourd'hui et que développent l'ensemble des administrations et même des collectivités publiques. Et donc sur cet aspect-là, nous avons besoin aujourd'hui peut-être de réfléchir autrement nos applications et la façon dont nous permettons aux personnes d'y avoir le mieux accès. On pense toujours aux personnes les plus âgées. Nous avons un certain nombre de publics qui peuvent être en difficulté, y compris parce qu'il y a une mauvaise compréhension du langage administratif et la façon voire recours. Et on arrive parfois à la difficulté suivante qui est qu'on dématérialise et qu'on est obligé de remettre finalement du personnel pour expliquer les outils. Et il me semble que sur cet aspect-là, il ne s'agirait pas de les enlever, les outils, ou de faire un retour en arrière, mais de mieux travailler leur développement pour les rendre plus maniables, plus aisés à utiliser. Et évidemment, une collectivité seule ne peut pas y arriver et l'intérêt est d'avoir un service plus général. L'autre sujet qui est aussi, il me semble, intéressant et classique pour toute collectivité, ce sont les questions de proximité sur lesquelles, aujourd'hui, à la métropole de Lyon, il y a une réflexion d'un guichet numérique pour pouvoir avoir une réponse qui puisse accompagner celle des villes. On a des compétences partagées, des compétences diverses, et sur cela, on sent bien que l'outil numérique peut être un facilitateur de la proximité avec le citoyen. C'est ce que toutes les villes font, elles pensent à développer des applications, mais c'est vrai que sur ces sujets-là, une vraie bourse aux compétences, une vraie bourse aux services, néanmoins, est intéressante parce que nous ne pouvons pas chacun développer cela. Et c'est un enjeu sur lequel s'est engagée, par exemple, la métropole de Lyon et qui, pour nous, va être d'une réelle utilité pour une ville comme la mienne. Peut-être encore, je vous liste un peu des points divers, mais qui sont des points d'importance. Les villes de banlieue sont des villes en plein renouvellement urbain, très souvent, qui sont en train de travailler aujourd'hui des programmes de transformation physique des villes. On refait les villes, on démolit, on reconstruit. C'est un exercice que je dis avec un peu de légèreté, mais qui transforme profondément aussi le quotidien des habitants et qui nécessite qu'on les associe plus. La politique de la ville a créé des instances de concertation qui sont les conseils citoyens. Les villes ont des conseils de quartier, bref. Et il me semble que cela peut nous aider aussi en termes de ressources pour développer des outils de concertation, d'une part. Et je sais qu'il y a des start-up sur ce champ-là. Mais c'est aussi une façon de développer peut-être un accompagnement. Et c'est important pour nous pour essayer d'imaginer ce que deviendra la ville lorsqu'elle sera transformée, du point de vue de l'architecture, de mobilier urbain, du bâti. Et sur ces aspects-là, aucune ville ne peut développer cela tout seul. Ce sont des sujets d'enjeux colossaux. Je rappelle, le budget de l'ANRU, c'est 5 milliards d'euros, 6 milliards d'euros aujourd'hui, peut-être 10 milliards annoncés le président de la République, ce qui veut dire finalement des sujets sur lesquels on ne pourrait se retrouver qu'entre experts, alors que les habitants sont essentiels et que les outils numériques peuvent nous aider finalement à mieux travailler la transformation de la ville. Enfin, parce que, et puis vous aurez peut-être une question, peut-être dire, tout ce foisonnement, cette bourse au numérique, c'est aussi un enjeu en termes de formation pour les jeunes de nos territoires, pour lesquels on sait que le décrochage scolaire est plus grand. Alors je sors un peu des compétences de l'intercommunalité, ou des départements, mais peut-être pour dire que là aussi il y a un enjeu de travail collectif là-dessus. Nous sommes sans cesse en train d'essayer de rattraper du retard dans les villes de banlieue ou les villes qui ont des quartiers politiques de la ville. Aujourd'hui, c'est peut-être important de se dire comment le numérique et le fait d'être interconnecté nous permet de prendre un temps d'avance. C'est une idée à laquelle nous sommes très attachés à Ville et Banlieue, en disant finalement profitons de cette mutation qui est en train de se produire pour pouvoir y rentrer pleinement. Et évidemment, nous ne pourrons pas le faire sans la puissance que peut avoir une intercommunalité, y compris sur le fait que notre jeunesse puisse rentrer de plein pied de ce monde connecté
et en termes de formation, en termes professionnels aussi, parce qu'il y a des débouchés importants. Et ça, c'est des réflexions que nous pouvons avoir collectivement et avec nos intercommunalités, et départements, régions. Oui, tout à fait. Ça, c'est un sujet qui est celui de l'utilisation des outils numériques pour venir justement en appui à la formation, notamment de la jeunesse, qu'on va retrouver aussi, Cédric Szabot, dans le monde rural, finalement, cette possibilité-là de s'appuyer sur ces outils. Bien sûr, et nous, ce qui nous motive dans ce nouveau questionnement sur l'Alliance des territoires, c'est de présenter cette immense majorité du pays comme étant un potentiel d'engagement et de développement de solutions, et pour lesquelles, je fais juste référence à ça, derrière nous, il y a des dizaines de start-up dont beaucoup de noms sont marqués par le côté urbain, city, etc. Dans l'Alliance des territoires, vous devez, vous, collectivités, leur dire, c'est le message qu'on a adressé à la maire de Paris, j'y viendrai tout à l'heure sur l'alliance qu'on est en train de monter avec la ville de Paris et les communes rurales d'Île-de-France, c'est vous devez dire à vos entreprises d'investir, et que dans le domaine du numérique, elles ont un marché complètement inexploré, d'appui aux collectivités territoriales, mais de soutien à l'activité économique et pour débloquer des sujets. Et donc après, effectivement, on retombe sur la question des usages. On a la question aujourd'hui, beaucoup de collectivités rurales ou moins rurales, mais ont envie de faire des choses dans le numérique, et elles n'en ont pas forcément les moyens, pas simplement financiers, mais souvent humains. Et là aussi, c'est un des socles de la nouvelle alliance qu'on est en train de dialoguer avec France Urbaine et avec d'autres, et l'État, c'est de dire, dans le champ de la sphère publique, parce qu'on est, vous me permettrez cette formule, en zone blanche en termes d'ingénierie, on a besoin de votre ingénierie, et qu'on peut construire des passerelles, parce que vous avez essoré le sujet, vous permettez cette expression, sur la gestion de la donnée, sur le montage de projets, etc. Et que nous, on n'aura jamais cette ingénierie-là, non pas parce que les élus n'ont pas envie de le faire, mais ça rejoint la problématique du médecin. Moi, je ne sais pas forcément attirer des ingénieurs au fin fond de la Corrèze, de la Creuse, pour aller traiter ces sujets-là au fond. Et même s'il y a la péréquation avec le département, avec la région, ça reste quand même souvent des outils qui sont à distance. Et donc, comment est-ce qu'on rompt cette distance sur ce sujet-là? On sait que voilà, les villes concentrent beaucoup d'intelligence dans le domaine du numérique et de capacité dans vos collectivités. Donc c'est aussi un appel d'air et une source qu'on est en train de monter avec vous et avec d'autres. Mais il y a vraiment un potentiel, et parce que nous, on travaille aussi sur l'expression du besoin, qui est un vrai souci, qui est un vrai facteur limitant aujourd'hui. C'est de quoi on a besoin. Et il faut qu'on arrive, nous, élus, enfin notre fédération, on essaye de les aider, mais que les maires formulent ça. Parce qu'effectivement, on le verra avec Dunkerque, l'intercommunalité travaille, et c'est sa fonction première, au bénéfice et au service des communes qui la composent. Mais là, ce qu'on propose, c'est de compléter ce modèle-là dans l'extraterritorialité. Les ingénieurs de Lyon, de Besançon, de Bordeaux peuvent être utiles à des gens ailleurs et à des territoires pour les aider à avancer plus vite. Alors tout à fait, c'est bien cette idée de l'ingénierie qui existe dans les grandes villes qu'on peut mettre à disposition de territoires plus petits. Monsieur Morer, vous représentez donc l'association des petites villes de France. Est-ce que vous avez déjà réussi à identifier quelques besoins, par exemple, qu'on pourrait faire participer à cette bourse de compétences? Oui, alors déjà, permettez-moi de repréciser deux, trois éléments qui me semblent importants. C'est que déjà, pour être innovant en numérique, il faut être bien desservi. On parlait de zone blanche, je rappelle quand même que la situation aujourd'hui, actuellement dans nos territoires, est très contrastée pour le moins. C'est vrai qu'il y a une métropolisation, on va dire, au niveau du numérique, et les opérateurs y trouvent leur compte. Sur les territoires ruraux et périurbains, il y a de la perte en ligne, c'est le cas de le dire, et le baromètre numérique nous le montre bien. Donc déjà, j'aurais tendance à dire que la première des questions est celle des tuyaux, avant d'aborder celle des usages. Mais bien évidemment, l'usage prévaut. Le deuxième point, il n'y a pas les territoires intelligents, les territoires bêtes. C'est-à-dire que l'intelligence, elle est collective, elle est partout sur le territoire, elle est aussi sur les petites villes. Nous, globalement, notre association, c'est à peu près la moitié des villes entre 2005 et 25 000 habitants. On prétend aussi avoir une certaine intelligence collective. Donc, en fait, il n'y a plus de notion de hiérarchie, il n'y a plus de notion de périmètre. Par contre, il y a une notion d'alliance, il y a une notion de collaboratif qu'il faut mettre en avant. L'intérêt du numérique, et il n'est pas neutre, c'est qu'il s'affranchit de la notion de périmètre. C'est-à-dire que la compétence à Lyon
peut être utilisé à Dunkerque ou peut être utilisé à Meaux, ou etc. Donc ça veut dire qu'effectivement, nous devons avoir quelques préoccupations communes. Et moi, ce que j'aurais tendance à dire, plutôt que faire une liste exhaustive ou limitive ou restrictive de besoins, c'est parler de ce que nous avons en commun et l'enjeu que nous avons tous. C'est ramener de la capillarité dans des territoires et métabolismes urbains compliqués où, au lieu de se concurrencer les uns aux autres, on joue en collaboratif. Et je dois dire que la donne au niveau des associations d'élus est en train de changer, c'est-à-dire que chacun peut amener ses qualités, sa spécificité, notamment par rapport à l'État, notamment dans une force de proposition, quelquefois d'opposition, pour bien dire que tous les territoires de la République doivent être traités avec respect, dignité, mais également investir. Malheureusement, les assignés à résidence ne sont pas que dans les quartiers de politique de la ville. Nous avons des assignés à résidence dans l'espace rural, dans l'espace périurbain, et qui ont aussi, sur les questions de mobilité, d'accès aux droits, d'accès à l'éducation, d'accès à la culture, besoin de ces éléments-là. Donc moi, j'aurais tendance à dire que l'alliance entre les différentes associations et typologies d'élus doit être globalement un partage de compétences qui fait aussi partie d'une contextualisation géographique. Dans certains secteurs géographiques, l'agglomération, historiquement, culturellement, est la mieux placée pour pouvoir développer des politiques, avec des schémas de territoire qui apportent à tous. Et ça, c'est important. Ce que je dois dire, et c'est là où l'initiative initiée par France Urbaine nous semble très intéressante, c'est qu'on parle du fond, on commence à parler de projet, on commence à parler de collaboratif, et là, ça commence à nous parler. C'est très bien. Ceci étant, alors, vous dites que ce serait à l'échelle de la communauté, mais on a des communautés de communes qui sont peut-être pas tout à fait à l'échelle, dans lesquelles les services n'existent pas forcément pour venir en aide aux petites communes. Alors, absolument, mais vous savez comme moi, quand on parle de numérique, on connaît un tout petit peu les questions du numérique, c'est qu'il y a une certaine accélération dans les pratiques opératoires, etc. Si je commence à vous parler d'approche en silo ou d'approche en plateforme, ou logique plateforme, on voit bien où je veux venir. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, dans le champ des compétences en silo de l'expertise des collectivités, on se rend compte qu'il y a tout un champ du génie civil ou de l'intelligence, on va dire, des métiers en silo qui échappe à nos compétences. Sauf que sur certaines réponses, de plus en plus, et il n'y a qu'à voir les offres des partenaires qui ont été situés tout de suite, tous vous proposent un panel de solutions sur lequel, effectivement, et là on a besoin, et on en discutait ce matin, d'avoir les différentes perspectives d'approche pour savoir justement avoir des choix éclairés, intelligents, qui permettent également de bénéficier de l'expérience des autres. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal à dessiner les besoins, parce que de plus en plus, la réponse elle est globale, elle est systémique, on parle d'écosystème, et donc à partir de là, il y a un mot, maître mot à mon sens, et on en discutait également ce matin, y compris sur Dunkerque et les autres, c'est le mot contextualisation. C'est-à-dire, la France est ainsi faite que le principe d'équité territoriale, ce n'est pas tout à fait l'égalité territoriale, et que les cultures sont différentes, et qu'à partir de là, il y a une contextualité. Je crois que l'actualité récente nous a montré qu'il y a eu une élection dans un département région français il n'y a pas longtemps, qui a montré que l'insularité aussi, c'est une spécificité territoriale. Oui, ça, effectivement. C'est un autre sujet, là. Madame Kerkhoff, vous êtes donc vice-présidente de la communauté urbaine de Dunkerque. Vous êtes en charge de l'organisation de la réponse à la demande des petites communes. Comment est-ce que vous vous y prenez ? Très bien. Alors, je vais faire un petit rappel, un petit focus. Il y a 3 ans, il y a une nouvelle gouvernance de la communauté urbaine de Dunkerque, ce qui a permis d'apporter un certain nombre de bulles d'air, et surtout qui a vu naître ma délégation, qui est spécifiquement développement des solidarités intercommunales. C'est plutôt bien nouveau. dans le sujet, là. Oui, mais c'était très nouveau. J'ai pas croisé beaucoup d'alter ego sur cette thématique. Donc je me dis qu'on ne s'est pas trop planté, et à la faveur de cette délégation, j'ai fait comme tout le monde, j'ai fait la tournée des popotes. Alors d'abord, il a fallu définir ce que c'était qu'une solidarité intercommunale, définir jusqu'à quel degré je pouvais investir les communes, et on a décidé dans un premier temps que ça devait être une aide spécifique pour les communes de moins de 5000 habitants, ce qui était déjà une bonne strate, et ce qui représentait à l'époque 8 communes. Sur 18 sur l'agglo dunkerquoise. J'ai fait la tournée, je suis allée voir mes collègues maires, je suis allée discuter avec eux de leurs problématiques.
Ce qui vous a permis de faire émerger des besoins, c'est ça? J'ai fait émerger un certain nombre de besoins et je me suis rendu compte d'une chose, c'est que on a été la première communauté urbaine de France volontaire et aujourd'hui, mes collègues, ils connaissent pas la moitié des services. Enfin, en tout cas, à l'époque. Et on se disait, ouais, mais quand j'appelle la CUD, j'ai pas de réponse. La CUD disait, ouais, mais quand on leur demande un truc, ils répondent pas. Je lui dis à un moment, il faut créer du lien. Le numérique, c'est pas faire abstraction de l'humain, c'est recréer du lien aussi. Et l'outil qu'on a mis en place à cette époque a permis de recréer ce lien. D'abord, je me suis dit, il faut les remettre en synergie, il faut que tout le monde puisse travailler ensemble sur ce territoire et de façon très intelligente. Et donc, avec mes équipes de techniciens, et je salue au passage Angélique Charvaux qui est là et qui m'accompagne sur ce sujet, on a mis en place une plateforme qui s'appelle Greenfish. Ça vaut ce que ça vaut, mais voilà. C'est un outil que je voulais facile, réactif, et dont personne ne pouvait me dire que c'était imbuvable, c'était une usine à gaz. Concrètement, C'est-à-dire que même quelqu'un qui ne sait pas utiliser le numérique et qui ne sait pas envoyer, avec ça, il peut tout faire. Il peut, le maire va rentrer une demande à l'intérieur. Le maire ou sur son une DGS interface rentre une demande. Il identifie donc sur une plateforme avec un catalogue où il déroule les fils. Ah, donc il existe son un catalogue interlocuteur. Il y a un de catalogue compétences auxquelles vous pouvez tout répondre. à fait. Puisqu'il y a les compétences propres et inhérentes à la communauté urbaine et des compétences propres aux communes. Et donc, sur ce catalogue de prestations un peu intellectuelles, on a et un référent identifié par service, ou plusieurs, ça dépend de la taille du service. Donc, on rentre sa demande. Et le référent dans le service, comment est-ce que lui, il a été identifié? Sur la base du volontariat, sur la base des chefs de service aussi pour partie, avec un super administrateur qui puisse ordonner et vérifier que la réponse elle est bien parvenue aux communes. Parce que je voulais que ce soit non seulement un outil réactif, mais aussi qu'il y ait une responsabilisation et des communes et de la communauté urbaine et de ses agents, et une valorisation du travail des techniciens. Parce que dans nos communautés urbaines et dans nos communautés d'agglo, il y a de vraies pépites, il y a des gens formidables et on ne le sait pas vraiment. C'est une vraie question, ça, effectivement, la valorisation des agents, parce que finalement, tout le monde est pris dans son quotidien, on a chacun sa charge de travail. Ouais. On va rajouter encore de la charge de travail à un agent pour qu'il allait répondre à la demande de quelqu'un d'autre? On ne rajoute absolument pas de charge de travail. L'intérêt du dispositif, c'est qu'on met un délai butoir. La commune vous dit, voilà, j'ai un départ en retraite, je ne sais pas faire un dossier, j'ai jamais eu de départ en retraite jusqu'à présent, aidez-moi. Donc elle rentre et me dit, voilà, il part en retraite à telle date, j'ai besoin de monter un dossier avant telle date, vous mettez votre date butoir. L'agent derrière, le technicien de la communauté urbaine vous répond, moi dans ce délai-là, c'est OK, je vous renvoie les infos parce que ça va vite et que la question est pas compliquée. Soit il vous dit, non, j'ai besoin d'un délai supplémentaire, apportez-moi des fiches. Et donc il y a un échange de mails. On ne fait plus le courrier, vous ne passez pas un coup de fil, sauf si c'est une question facile. Vous faites un échange. Dans le fichier, vous pouvez mettre vos fichiers, vos photos, enfin tout ce que vous voulez. Et puis, du coup, le technicien travaille de son côté, renvoie la réponse dans le délai. Et à l'issue, la commune dit OK, merci. Et puis, il y a un critère qualitatif qui vous dit voilà, là, OK, la réponse, je l'ai eue, j'ai eu les éléments, ou non, je les ai pas eus. Et nous, derrière, on va chercher pourquoi, parce qu'il peut y avoir plein de choses. Enfin, moi, récemment, c'est arrivé un départ d'un agent et celui qui remplaçait n'avait pas les droits sur le système. Forcément, ça bug quelque part. Oui, voilà. Est-ce que ça peut sous-entendre qu'un agent va se déplacer, aller dans la commune en question? Tout à fait. On a aussi développé à côté de ça ce qu'on appelle la mise à disposition de personnel de façon ponctuelle pour aider nos petites communes. On a eu une petite commune qui s'est retrouvée en difficulté parce qu'elle n'avait plus de DGS. Et ça tombait sur la période de budget et on a mis à disposition quelqu'un de la communauté urbaine sur une période de 5-6 mois, mais pour permettre justement de préparer le budget, d'avancer. On met en place vraiment une vraie plateforme collaborative, un véritable partenariat. On l'a fait sur d'autres domaines, on le fait par exemple sur les bibliothèques dans le cadre du réseau des balises. Et c'est vraiment, ce sont des moments privilégiés et des moments extraordinaires, mais c'est surtout des moments où on recrée du lien. Pour moi, l'outil numérique, c'est quelque chose qui doit permettre de recréer du lien entre communes et communautés, entre communautés d'agglo ou communautés urbaines ou métropoles. L'intérêt de l'outil, c'est de recréer du lien et de remettre surtout l'humain au cœur du système. Il ne faut pas inventer des besoins parce qu'on a envie de faire un truc bien. Il faut partir d'un constat
pour se dire comment on facilite les choses et comment on se facilite les uns aux autres les choses et comment on peut mener des partenariats, des plateformes collaboratives au-delà des frontières dunkerquoises. Moi, je suis prête à aller expliquer mon système ailleurs, je suis prête à aller le dupliquer parce que c'est une formule qui est parfaitement duplicable, comme un certain nombre de choses qu'on a mis en place sur Dunkerque. On parlait tout à l'heure du numérique sur un autre atelier. On a aussi accompagné de jeunes startups sur du projet en co-designant avec eux, en leur permettant d'avoir une vitrine et une visibilité. Et à aujourd'hui, ils se sont affranchis de la communauté urbaine et ils ont fait des petits un peu partout en France. L'intérêt d'une communauté urbaine, c'est pas garder son savoir top secret, je garde mes trucs et puis débrouillez-vous et puis faites-le, c'est d'aller valoriser tout ce qui se fait pour pouvoir le dupliquer et puis quelque part gagner du temps. Et gagner de l'argent, parce que c'est le nerf de la guerre. Et donc ça, vous avez un système aussi de compensation entre ce que met à disposition la communauté urbaine et puis ce que reçoit la commune. Est-ce que la commune rémunère la communauté urbaine d'une manière ou d'une autre ? On a mis en place une convention en fait à ce sujet. On a ce qui s'appelle la dotation de solidarité communautaire. Et en fait, dans cette enveloppe de DSC, qu'on a fait évoluer, on a ce qu'on appelle une compensation à l'euro, c'est-à-dire qu'en N-1, on vous a facturé autant d'actes. Sur l'année suivante, il y a une somme qui est attribuée sur la base de cette facturation. Et tout au long de l'année, évidemment, c'est pas parce que vous avez posé 12 questions dans l'année que l'année suivante, vous êtes bloqué sur 12. Si vous en posez 15 ou si vous en posez 8, le système peut bouger, il n'y a pas de souci. Donc là, on a bien une facturation horaire des agents. Il y a une facturation donc, par rapport au poste de l'agent, par rapport au temps passé. Donc c'est un coût, c'est au coût de fonctionnement. Mais ça permet aussi de valoriser le temps passé sur parfois des petits sujets qui, vus de l'extérieur, pourraient vous paraître anodins, mais qui, pour une commune même de très petite taille, j'ai Soumaoulet, une commune qui fait 300 habitants. Répondre à une question ressources humaines ou répondre à une question financière parce qu'on n'a pas les compétences en interne, c'est précieux. Exactement. C'est tout l'enjeu, effectivement, de ce qu'on voudrait essayer de monter là. Cédric Verpeau, à la Caisse des dépôts, j'imagine que vous avez ce genre de réflexion-là aussi. Vous voyez que là, on a un modèle qui n'est pas inintéressant, j'ai l'impression. On voit bien qu'il y a des besoins qui émergent. Un modèle pourrait répondre. Est-ce qu'on pourrait le dupliquer, d'après vous, à l'échelle nationale ? Oui, bonjour, sûrement. Alors, je vais parler de Smart City, mais c'est un peu le mot valise pour parler de la ville et des territoires durables. Nous, il y a deux principes forts qui sont la Smart City pour tous les publics et la Smart City pour tous les territoires. Donc ça fait vraiment écho à ce que j'ai entendu. Vous avez d'ailleurs sorti un ouvrage qui était tout à fait intéressant, Stupid Villages contre Smart Cities, non ? Smart City versus Stupid Village, ouais, qui a été fait avec l'association des petites villes et l'association des communautés de communes. Donc c'était évidemment pas pour se moquer des petites collectivités, mais au contraire pour dire qu'il y a plein de choses à faire sur ces territoires, mais il y a quand même des freins, donc la sensibilisation, la formation, l'ingénierie, la commande publique, qui n'est pas simple, autant côté acteur privé, se repérer dans la complexité de la commande publique, et puis côté aussi acteur public, comment je mutualise, et des sujets de financement. Donc les grandes villes, je ne vais pas m'attarder dessus, mais on travaille déjà beaucoup avec eux sur ces sujets-là. On a 8 grands démonstrateurs Smart City, dont la ville de Lyon. Ça, j'ai envie de dire, c'est facile de travailler entre grandes métropoles. En tout cas, c'est plus facile. On vient de terminer aussi une étude, tout est disponible sur Internet, je pourrais vous donner les liens, sur le ROI de la Smart City. En gros, est-ce que quand on fait de l'éclairage intelligent, quand on fait de la gestion intelligente des déchets, est-ce qu'on gagne de l'argent? Est-ce qu'on en économise? Et quelles sont les externalités aussi sur le territoire? Donc ça, on le fait, on sait faire et c'est plus facile. Après, le sujet, en effet, des petites et moyennes collectivités, même si j'aime pas ce terme, mais bon, c'est juste pour que tout le monde comprenne. Quels sont les axes de travail? Alors, comme vous le savez peut-être, mais on est un acteur historique de la réduction de la fracture numérique. Donc, le maire de Trilleport parlait des infrastructures. Depuis 2010, nous, on investit sur les réseaux d'initiatives publiques.
Et on faisait le compte la dernière fois, c'est plus de 7 milliards d'euros de financement qui ont été engagés depuis 2010 à travers une quarantaine de projets sur les territoires. Donc ça, je suis d'accord, c'est vraiment le premier enjeu. Et c'est une forme de mutualisation et d'intelligence territoriale. La deuxième chose, c'est qu'on a beaucoup travaillé sur les espaces publics numériques au début des années 2000 et au milieu des années 2000 avec le réseau Cyberbase. Donc aujourd'hui, quels sont les défis? Je les ai un peu listés. C'est ces sujets de sensibilisation, d'ingénierie et d'accompagnement, autant sur les financements que sur la mise en œuvre des projets. Donc ça commence par des choses très simples. Avec les interconnectés, on est partenaire du Tour de France de l'Open Data, donc ça peut être des choses très simples comme ça. Mais c'est pas que faire des réunions Open Data à la Défense à Paris, c'est aller faire des réunions de sensibilisation et d'ingénierie dans des communes de taille petite ou moyenne. Donc ça, c'est un exemple très concret. Ça participe de la formation auquel on appelait tout à l'heure. Tout à fait. Après, j'ai bien aimé les exemples de Dunkerque et d'autres interventions, et c'est ce qu'on essaye de co-construire en ce moment. Donc peut-être, vous le savez aussi, on a une plateforme qui s'appelle la plateforme numérique des territoires, qui est un site qui regroupe toutes les ressources d'information, d'actualité sur les sujets de la ville et des territoires. Donc ça, vous le retrouverez très facilement sur Internet, mais ça, c'est une première partie d'une première brique d'un dispositif qui doit être beaucoup plus large. Donc on est en train, avec différents partenaires et des rencontres qu'on fait actuellement et des travaux avec des collectivités, avec des associations d'élus, d'imaginer un dispositif, alors je vais dire plateforme, c'est pas technique, mais c'est pour être dans l'esprit de ce qu'on appelle plateforme, c'est-à-dire quelque chose d'ouvert, de totalement co-construit. Donc c'est pas la Caisse des dépôts qui amène un dispositif, c'est une réflexion sur une plateforme avec les parties prenantes qui va pas réinventer la poudre. Donc s'il y a des bons dispositifs comme celui que j'ai découvert là ce matin à Dunkerque, c'est voir comment on peut mettre peut-être des ressources, des financements pour que ça soit encore plus large et encore plus connu. Je pense qu'on vient de vous entendre là tous dans la salle. Donc la Caisse des dépôts va mettre des financements sur ce genre de choses. Alors début 2018, j'espère qu'on va aboutir à un premier tour des partenaires de cette ambition pour pouvoir annoncer quelque chose et commencer à ensuite mettre en œuvre ces projets ou les rendre plus visibles ou les booster. Donc voilà, ce sujet de plateforme ou de centre de ressources partagées, il nous paraît essentiel et il doit couvrir autant le partage d'informations que, j'entendais, le partage d'ingénierie. Alors, est-ce que c'est un réseau social, des agents Après, les noms, c'est pas très important, mais c'est ça l'idée. Aussi mettre à disposition ou rendre connus les financements qui existent. Parce qu'il n'y a pas que des financements européens pour les très grandes métropoles, il y a aussi des financements pour les territoires de plus petite taille. Et puis essayer de travailler sur l'ingénierie. Et je le répète, ce n'est pas un dispositif non plus qui va être uniquement numérique. Parce que je citais le Tour de France de l'Open Data. Il faut aller dans les territoires et c'est aussi beaucoup de réunions physiques et de contacts entre techniciens. Et on en revient à ce que disait Madame Kerkhoff sur l'obligation du lien entre les gens finalement, qui, même si le numérique ne nous en prive pas du tout. Alors Monsieur Rémy-Sellier, vous intervenez au sein du pôle stratégie de recherche et d'innovation au commissariat général à l'égalité des territoires. Vous avez pour objectif d'explorer les transformations de l'action publique de manière très large. Vous travaillez en ce moment sur le mécénat de compétences et donc une manière de réfléchir à une transformation aussi du paradigme vers une nouvelle gouvernance locale finalement peut-être. Oui. Alors bonjour. Nous, ça fait bien écho, je rebondis par rapport à ce que j'ai entendu, ça fait quand même écho au sujet sur lesquels on travaille au sein du CGET et au sein des stratégies de recherche et d'innovation. J'entends le mot dupliquer et je trouve très intéressant ce que fait Dunkerque. Et en fait, aujourd'hui, on parle beaucoup de duplication d'initiatives, d'essaimage. Et je pense que là-dessus, il y a aussi un travail à mener, en fait, sur cette question de la duplication, parce que je pense que les bonnes pratiques, il n'y en a pas qu'à Dunkerque, il y en a partout ailleurs. Et aujourd'hui, c'est une question qui se pose de comment on fait monter ces bonnes pratiques qui sont partout au niveau local et qui foisonnent, comment on les fait monter à l'échelle nationale.
et pas forcément en passant par une politique publique nationale verticale qui reprend l'idée et la met en place sur tout le territoire, mais comment on peut créer de nouveaux acteurs qui soient des acteurs horizontaux à l'échelle nationale. Bon, ça c'est un premier point, mais je m'égare un peu par rapport à l'idée de partage de compétences. On a décidé de renommer ce projet de mécénat de compétences partage de compétences ou partage d'ingénierie, parce qu'on trouvait que c'était plus pertinent et que ça correspondait davantage à l'idée de partage d'ingénierie entre collectivités. Mais le mot mécénat est important parce que c'est ce qui nous a inspiré en fait. C'est parti d'un constat qui est que le mécénat est véritablement en fait un outil de gestion RH qui permet de valoriser des agents, de leur fournir de nouvelles expériences. Et en fait, c'est une remontée de terrain qui nous est venue de certaines collectivités qui ont mis en place du mécénat de compétences avec des acteurs privés, mais aussi d'acteurs privés qui, eux, ont pratiqué le mécénat de compétences. En fait, le mécénat de compétences permet, bon, je ne veux pas encenser le mécénat de compétences, mais permet de ressourcer en quelque sorte les agents, de valoriser leurs compétences. Bon, pour ceux qui connaissent peu, le mécénat de compétences, en fait, c'est fournir un agent. Fournir un agent, c'est le mauvais terme, mais comment un agent peut, mettre sur ses heures de on dit. Exactement, mettre à disposition un agent sur ses horaires de travail pour qu'il accomplisse une mission d'intérêt général. Cette mission d'intérêt général qui peut être au sein d'une collectivité, mais le plus souvent au sein d'une association. Et l'entreprise peut défiscaliser suite à ça. Mais c'est intéressant parce que ça permet à l'agent de valoriser ses compétences pendant ses horaires de travail pour une mission d'intérêt général en dehors de ses horaires de travail, en dehors de son lieu de travail et pour quelque chose de différent. Et il en revient souvent plus motivé et avec une qualité de vie au travail bien supérieure et ça favorise la cohésion interne. Donc, à partir de ce constat-là, on s'est dit, est-ce qu'on ne pourrait pas s'inspirer de ce qui se fait dans le mécénat de compétences pour le reproduire entre collectivités. Et finalement, j'ai l'impression que c'est ce que Dunkerque a fait et c'est ce que d'autres ont fait. On s'est aperçu qu'en fait, on n'était pas les premiers à penser à ça. Le centre de gestion de Savoie a essayé de reproduire la même chose. Le département du Maine-et-Loire a reproduit la même chose. Et en fait, on s'est aperçu qu'il y avait des acteurs qui essayaient de mettre en place ces choses-là. Excusez-moi. Mais en essayant, ils avaient souvent des freins. Il y a de nombreux freins en fait, à cette mise à disposition. Ce n'est pas si simple que ça. Le centre de gestion s'est confronté à tout un tas de freins juridiques et techniques pour mettre des agents à disposition. Et en fait, nous, ce qu'on essaye de faire aujourd'hui avec ce projet-là, et ce projet, il est vraiment, c'est un projet, c'est pas encore posé, mais ce qu'on essaye de faire, c'est lever ces freins juridiques et techniques pour faciliter le partage de compétences et d'ingénierie entre collectivités. Et donc, à partir de là, pour revenir à la source aussi de ce projet-là, ce projet, il est issu, on le sait tous ici, d'une volonté politique qui est affichée de repenser l'ingénierie mobilisable pour les territoires, qui a été notamment largement exprimée par le président de la République lors de la conférence nationale des territoires en juillet dernier. Donc à partir de là, et à partir de ce retour d'expérience des territoires qui nous disent, nous, on a des besoins ponctuels d'ingénierie, et on aimerait, et d'autres territoires qui nous disent, nous, on a de l'ingénierie, on aimerait la partager, on s'est dit, il faut réfléchir à un dispositif qui pourrait encourager ce partage d'ingénierie. Donc pour l'instant, on a pensé, on a imaginé une plateforme qui permettrait de mettre en lien des offreurs de compétences. Bon, le mot plateforme est aujourd'hui répété très souvent, c'est pas l'alpha et l'oméga, mais en tout cas c'est un outil, derrière il faudra l'animer et le faire vivre. Donc cette plateforme mettra en lien des offreurs de compétences et des demandeurs de compétences. Et elle permettrait de dépasser, je pense, on pense, cette échelle de la collectivité, de l'intercommunalité. L'idée, c'est de dire, c'est ce que vous disiez tout à l'heure, Lyon peut aider Dunkerque, Lille pourrait aider Marseille. Il n'y a pas de raison que les compétences de la métropole de Dunkerque soient réservées aux petites villes aux alentours de Dunkerque. L'idée, c'est que ces compétences, elles circulent, cette ingénierie, elle circule à l'échelle nationale, et cette plateforme, elle aurait pour objectif de permettre de faciliter ça et de l'outiller. Donc voilà, je pense que j'ai largement parlé, mais en tout cas, les intérêts qu'on voit dans une telle plateforme, nous, c'est de remédier justement à un défaut d'ingénierie, de répondre à des besoins ponctuels, et je pense que c'est important de le resituer, parce que tout de suite, on va voir qu'avec ces mises à disposition, il va y avoir des questions techniques et des questions de concurrence qui vont se poser. Oui, est-ce qu'on ne concurrence pas des cabinets de conseil? Est-ce que cette activité, d'autres ne peuvent pas la faire? Donc il va falloir faire attention, mais il va falloir essayer de répondre à des besoins ponctuels, vous le disiez tout à l'heure. C'était quasiment un coup de téléphone, finalement, c'est des questions ponctuelles de collectivités qui manquent d'ingénierie. Moi, j'ai besoin d'1 ou 2 heures de temps pour répondre à 2-3 questions précises. Ouais, c'est ça. Pas forcément, ça peut être une journée entière d'accompagnement, mais c'est pas un mois, c'est-à-dire que c'est des besoins ponctuels. Et cette plateforme, elle pourrait permettre cette mise en lien entre des personnes qui ont une expertise et des personnes qui ont un besoin ponctuel d'expertise. Et ce que ça permet,
c'est de contourner la lourdeur de la mise à disposition et la lourdeur de dispositifs techniques qui peuvent être des freins. Et aussi, notre objectif à terme, je pense, c'est que cet outil devienne demain un outil de gestion RH, en fait. Et Cédric Zabot le disait, je m'arrêterai juste après, lorsqu'on a organisé une session pour réfléchir sur ce que pourrait cette plateforme et tester l'intérêt de cette idée, c'est en fait, c'est pas seulement du partage de compétences entre une grande collectivité, une métropole, et des petits territoires ou des villages ou le milieu rural. Ça peut être du partage de compétences entre petites villes, entre territoires ruraux. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a des territoires ruraux qui font des choses exceptionnelles, mais ça ne circule pas, ou ça circule parce qu'il y a des retours d'expérience, des fiches d'expérience, mais ça ne circule pas. C'est-à-dire que derrière la duplication, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a besoin d'un accompagnement très souvent, il y a besoin d'un voyage apprenant, il y a besoin d'aller voir comment ça se passe. Et je trouve finalement, vous travaillez sur le partage de compétences, mais finalement, il faudrait presque que vous fassiez du partage de compétences de la méthode de partage de compétences que vous avez mis en place. Tout à fait. Et voilà, vous êtes invité officiellement à Dunkerque. Ouais. Et je serais ravi d'en discuter avec vous à Dunkerque. Ouais. Madame Geoffroy, qu'est-ce que vous pensez de ce type de plateforme-là? Est-ce que ça vous semble pertinent? Oui, ça fait partie, mais je dois avouer que pour le coup, nous y travaillons sur notre territoire de la métropole lyonnaise au travers d'un pacte de cohérence métropolitain parce qu'on a souhaité, entre les communes et la métropole, pouvoir se dire les sujets sur lesquels on voulait travailler sans qu'ils soient forcément les mêmes d'une commune à l'autre avec la métropole. Ce qui est une nouvelle forme de souplesse, c'est-à-dire ne plus être obligé de faire en sorte que toutes les communes aient les mêmes sujets d'intérêt. Donc la métropole a lancé un appel à manifester, enfin la manifestation d'intérêt qui nous a permis de dire voilà les sujets sur lesquels nous voulons travailler. Ce qui me permet de dire que ça va évidemment au-delà du numérique. L'intérêt est celui qui a été évoqué, d'avoir accès à des compétences que nous n'avons pas forcément en interne, mais aussi que ce soit les communes, parce que vous parliez de sujets transversaux, que ce soit aussi les communes qui puissent être pilotes sur des sujets pour d'autres communes de la métropole de Lyon et que finalement nous puissions partager les sujets sur lesquels nous avons avancé. Parce que l'intérêt que chacun a eu de parler de l'humain, c'est que c'est la réalité, et je vous rejoins parfaitement, la vice-présidente, l'intérêt c'est de se dire qu'on refait du lien entre les agents des différentes collectivités pour partager des expériences au-delà de ce que sont les plateformes numériques qui deviennent finalement des outils. Et ça permet aussi de dire que chaque territoire développe une capacité d'innovation liée aux difficultés qu'il a pu rencontrer. Forcément, les territoires comme les nôtres qui connaissent des situations de précarité plus grandes ont été obligés de développer des formes de réponses, mais qui peuvent intéresser les autres communes malgré tout, parce qu'elles ont aussi des sujets de précarité, même s'ils sont moins prégnants. Et c'est la même chose sur la question de la jeunesse, parce qu'on a souvent des territoires plus jeunes, enfin, sur ces sujets-là. Et en vous entendant, je me dis qu'effectivement, l'un des intérêts de ce que peuvent apporter ces plateformes numériques, c'est une capacité à traiter finalement de plus de sujets que ce que nous faisons aujourd'hui et à les prendre mieux en compte et avec peut-être plus de recul. Parce qu'on est en capacité dans ce partage-là de pouvoir être pas seulement plus innovant, mais je veux dire plus efficient aussi dans les réponses qu'on apporte. Et ça va être une véritable mutation que va permettre d'apporter le numérique, qui nous permet aussi de sortir de nos territoires géographiques, c'est ce que vous disiez, monsieur le maire de Triport, et d'aller du nord au sud et de l'est à l'ouest de la France pour trouver des réponses. Donc finalement, au-delà de la simple performance numérique, je crois que ce que nous sommes en train peut-être de travailler, c'est un autre modèle de partage des compétences. Finalement. Et là, c'est une forme de révolution qui va être très importante, parce que ça met tous les territoires au même niveau. Pour nous, c'est important pour les villes de banlieue, mais j'ai compris les petites villes, les associations des petites villes ou le monde plus rural, c'est de se dire à un moment, on est au même niveau parce que notre expertise peut être aussi reconnue que celle des autres. Nous avons des choses à dire aussi. Ça veut dire que finalement, on est en train de sortir d'une forme de verticalité pour rentrer dans une horizontalité qu'on n'a pas tant que ça l'habitude de voir. Oui, en fait, on découvre deux choses. C'est que la société est complexe et que les réponses d'avant, elles ne fonctionnent plus. Et deuxième point, on réapprend la globalité des réponses. C'est-à-dire que la résilience territoriale que certains ont amenée avec des contraintes,
le développement durable, on parle de la démarche éco-quartier, on est en plein dans ça. C'est-à-dire que globalement, si on oublie le maître mot de contextualisation, d'études de conditions de reproductibilité, etc., que la réponse, elle peut être partout, y compris dans les petites villes rurales, dans les grandes villes, dans les métropoles. Et c'est cette intelligence collective qu'il faut redécouvrir au niveau du collaboratif. L'importance aujourd'hui est que tous les acteurs, encore faut-il convaincre l'État un peu plus, tous les acteurs en sont convaincus. Depuis, on en discutait juste ce matin, c'est-à-dire que je me suis impliqué dans cette association de petites villes depuis, on veut dire, quelques années. Mais depuis 2-3 ans, on a l'impression, réellement, et c'est pas un effet de tribune, que toutes les associations d'élus travaillent pour faire ensemble. Travaillent dans le respect de leurs différences, mais dans la conviction que leur complémentarité et leurs différences sont une force collective et collaborative. Et je pense que c'est ça qui est intéressant. Madame Kerkhoff, on va conclure peut-être avec vous. Cette idée de plateforme, donc, ça ressemble beaucoup à ce que vous faites, finalement. C'est tout à fait ce qu'on fait, oui, effectivement. C'est vrai que je l'ai dit en off, mais tout à fait d'accord pour poursuivre la discussion et vous inviter officiellement toutes et tous sur Dunkerque pour vous montrer ce qu'on fait et comment on le développe. Pour rebondir sur le cadre juridique et les contraintes, moi j'ai qu'un mot, c'est assouplissez le cadre et permettez-nous à nous, territoires, d'expérimenter. Laissez-nous faire des erreurs, parce que c'est aussi des erreurs qu'on apprend, mais surtout, ce que je propose, pour le coup, c'est que toutes les associations qui s'occupent des petites, des grandes, des moyennes ou des agglos puissent avoir un discours commun et que nous, les relais sur nos territoires, on puisse être capable de dire et d'écrire officiellement à l'État, laissez-nous expérimenter, assouplissez le cadre pour nous permettre de créer ce terrain propice et ce terreau à l'expérimentation, et l'outil numérique nous le propose. Et au lieu d'être territoires les uns contre les autres, soyons territoires force de proposition et soyons solidaires, parce que c'est aussi un des aspects du numérique. Oui, tout à fait. C'est d'ailleurs un des grands messages qui est porté au sein de la Conférence nationale des territoires, dont la prochaine a lieu la semaine prochaine. Si je peux juste me permettre de rajouter un mot. Nous, on est des grands convaincus du droit à l'expérimentation. D'ailleurs, comment ça s'est passé, Cédric Zabot en est témoin, c'est que ça a commencé par un atelier qu'on a appelé atelier crash test pour tester si cette idée de plateforme était pertinente. Donc l'idée, c'est de la tester avec des associations d'élus et de professionnels et des collectivités qui avaient déjà pratiqué le mécénat ou qui pourraient être intéressées par le mécénat de compétences. On ne vous avait pas identifié malheureusement à ce moment-là, désolé. Grosse erreur. Non, mais ça y est, en tout cas, l'idée, c'était de entendu. tester la viabilité, l'intérêt, et la faisabilité et la pertinence de cette idée. Donc vraiment, on est dans une démarche horizontale. L'idée, c'est, et je ne l'ai peut-être pas assez dit, c'est que c'est pas que cette démarche soit mise en place par le CGET avec une plateforme État qui permette de partager les compétences. C'est vraiment de coporter cette plateforme, et de toute façon, cette plateforme, elle ne vivra pas si elle est État. Parce que ce sera une plateforme étatique que personne ne consultera. L'idée, c'est que cette plateforme, elle s'appuie sur vous, et surtout, je me tourne vers les associations d'élus et de professionnels, et qu'elle soit animée et portée par ces associations de professionnels, et qu'eux fassent ce travail de sensibilisation auprès des acteurs du terrain. Cédric Zabot, un mot de conclusion peut-être. Est-ce que c'est possible pour nos associations de faire ça? Oui, c'est possible, surtout qu'on converge vers une idée assez simple pour compléter ce que disait le maire de Triport. Il y a la question de la globalité, de la complexité, et la question que résoudre des problèmes d'urbains ou résoudre des problèmes de ruraux passe souvent par le fait d'aider à développer l'autre. Si je prends juste un exemple, aidez-nous à faire des espaces de coworking, vous aurez moins de bouchons dans vos villes. C'est une idée assez basique. L'autre, j'évoquais tout à l'heure la question, et je termine par ça, on est en train de travailler donc sur cette alliance entre la ville de Paris et les associations des maires ruraux d'Île-de-France de manière très concrète. Et quand on a mis ça dans le débat, dans les réunions de cadre de la ville de Paris, la compréhension de l'enjeu, ça a été « on va pouvoir aller passer un week-end avec nos enfants dans un gîte en milieu rural, donc on va passer du bon temps. » On sait que vous voulez nous piquer tous nos habitants. Hein, non, on vous les rend le lundi. Et en plus, on va faire progresser sur les questions spécifiques qu'on mettra sur la table. Mais effectivement, quand je vois aussi beaucoup, en étant aussi très urbain, je vois le souci que les villes ont de recréer la nature. On a cette ingénierie-là.
et faites appel à nous, pardon. Et donc c'est cette réciprocité-là pour régler nos problèmes respectifs, le développement de l'autre est sans doute aussi une partie de la solution. Voilà. Oui, tout à fait. Avant de conclure complètement, peut-être qu'on pourrait ouvrir au public, si vous aviez des commentaires ou des questions à poser, peut-être. Céline, tu me dis si on a un petit peu de temps encore. Alors, je vois qu'il y a ici une prise de parole. Céline, ici, là. N'oubliez pas de vous présenter. Merci. Jean-Pierre Triquet, communautaire urbaine de Dunkerque. Je travaille avec Isabelle Kierkov. On a parlé beaucoup de coopération entre territoires, mais je pense qu'un des enjeux sur lesquels aussi on va devoir se pencher de manière active par rapport à ces questions-là, c'est la question de la disparition et des frontières entre le public et le privé. C'est-à-dire qu'à un moment donné, le territoire et la collectivité sont des territoires d'expérimentation, de démonstration, y compris pour le privé. On a des mécanismes de co-design à inventer, on a des mécanismes d'accompagnement à inventer, parce que la réduction des moyens dans les collectivités va nous obliger à être créatifs, parce qu'on a besoin d'être agile et rapide, et qu'on n'a pas forcément ça chez nous, parce que des solutions qui sont valables pour nous peuvent être valables pour tous les territoires en France et peuvent donner lieu à la création d'activités dans les territoires. Donc il faut aussi qu'on ait cette considération-là en tête, c'est-à-dire inventons les mécanismes de porosité avec les grands groupes, avec les start-up, avec les collectivités, au bénéfice des territoires dans leur ensemble. Alors, ça risque de nous faire une très bonne transition vers le moment suivant. Tout à fait. À moins qu'il y ait peut-être une dernière prise de parole. Est-ce qu'il y a une réaction avant qu'on passe effectivement à cette interpellation, parce que je pense que justement on pourra le faire à ce moment-là. D'autres réactions? Pas pour l'instant. Et bien, ce que je vous propose, c'est qu'on va proposer au grand groupe justement de répondre à cette interpellation et qu'on engage ensuite le dialogue ensemble pour la conclusion commune de cette table ronde. Ça vous va ?